Au Zimbabwe, le Parlement veut convoquer l'ancien président du pays, Robert Mugabe. Objectif, lui demander des comptes sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants du pays pendant son règne. Deux anciens présidents du Comore sont soupçonnés d'avoir détourné des millions de dollars dans le cadre d'un programme de vente de passeports destiné à financer le développement de ce pauvre archipel de l'océan Indien. La commission électorale coréenne a annoncé mardi qu'elle n'apporte ni soutien officiel ni aucune garantie à son homologue congolaise qui veut utiliser des machines à voter de fabrication coréenne pour les élections du 23 décembre. C'était là le sommaire du journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Le Parlement du Zimbabwe veut convoquer l'ancien président du pays, Robert Mugabe. Objectif, lui demander des comptes sur l'utilisation des revenus tirés des mines de diamants du pays pendant son règne. C'est ce qu'a révélé ce mardi un honorable député à l'Assemblée nationale zimbabwéenne. Reportage. Les députés veulent interroger l'ancien chef de l'État sur des propos tenus en 2016 dans lesquels il regrettait que son pays avait perdu 15 milliards de dollars de revenus diamantifères à cause de la corruption et de l'évasion des capitaux pratiqués par les compagnies minières étrangères. Il était le président à l'époque et nous voulons savoir d'où il a sorti ce chiffre de 15 milliards de dollars, a dit le député indépendant Themba Mliswa qui préside la commission des mines et de l'énergie. La date de la convocation n'a pas encore été fixée, mais la commission du Parlement chargée de ce dossier a déjà sommé plusieurs anciens ministres, chefs de la police et hauts responsables de l'administration de venir témoigner. Après 37 ans de pouvoir sans partage à la tête du Zimbabwe, Robert Mugabe, aujourd'hui âgé de 94 ans, a quitté le pouvoir le 21 novembre 2017, victime d'un coup de force de l'armée et de son propre parti au pouvoir, la ZANU-PF. Il a été remplacé quelques jours plus tard par Emmerson Mnangagwa, son ancien vice-président. Dans un rapport publié l'an dernier, l'ONG Global Witness avait accusé les dirigeants du Zimbabwe d'avoir détourné pendant des années les profits tirés de l'exploitation du diamant pour financer la répression de leurs adversaires politiques. Selon Global Witness, les services secrets zimbabwéens ont ainsi détenu discrètement une partie du capital d'une entreprise qui extrait des diamants dans la mine de Marange, dans l'Est. Le Zimbabwe n'a jamais publié de statistiques jugées crédibles de ses activités diamantifères qui ont débuté en 2006. Deux anciens présidents du Comore sont soupçonnés d'avoir détourné des millions de dollars dans le cadre d'un programme de vente de passeports destiné à financer le développement de cet archipel pauvre de l'océan Indien. C'est en tout cas ce qu'a révélé une enquête officielle, les précisions à travers cet élément. Achevé en décembre dernier, ce rapport parlementaire accuse Ahmed Abdallah Sambi et Ikililou Douanine d'avoir participé à une gigantesque fraude et préconise l'ouverture de poursuites judiciaires contre eux. Les juridictions pénales doivent être saisies des cas de détournement de deniers publics et de complicité imputable au président et à leurs complices, écrivent ses auteurs. Le fameux rapport en question, il y a beaucoup de reproches. Tout d'abord, le rapport est daté du 8 décembre 2017, pendant que la mission aux Émirats arabes unis se faisait entre le 9 et le 12 janvier et des éléments du rapport rapportés par la commission figurent dans le dossier. Donc là, il y a une première difficulté. Deuxième difficulté du rapport, c'est que tous les éléments portant sur la période du président Azali ne figurent pas sur le dossier. L'affaire a commencé lorsque l'ex-président Sambi a lancé en 2008 un programme destiné à vendre la citoyenneté comorienne à des populations apatrides du Koweït et des Émirats arabes unis, connus sous le nom de Bindous, contre les investissements des deux pays dans l'archipel. Les autorités qui nous ont gouvernés, ils ont usé de la loi sur la citoyenneté économique pour s'en mettre plein les poches pendant que la population est en train de croupir dans la misère. En tant que citoyens, en tant que membres de la société civile, nous condamnons fermement cette grosse escroquerie et nous demandons que justice soit rendue. N'oublions pas qu'il y a 2 États étrangers qui sont impliqués dans cette affaire. Des dignitaires de ces États, pas les États eux-mêmes, mais dignitaires de ces États. Il y a le Koweït, il y a les Émirats arabes unis, et tout le monde est sur cette affaire.
Les Américains veulent comprendre ce qui s'est passé, mais en premier chef, nous, Comoriens, on veut comprendre ce qui s'est passé. Entendus par la commission d'enquête, les ex-présidents Sombi et Douaniné ont nié les accusations qui pèsent sur eux. La balle est désormais dans le camp de l'actuel chef de l'État, à qui le rapport a officiellement été remis la semaine dernière. En Centrafrique, plus précisément au PK5, le quartier musulman de Bangui, la population et les milices ne veulent plus entendre parler de la MINUSCA après l'opération conjointe de la force onusienne et des forces centrafricaines lancée dimanche dernier. Cette opération qui vise à démanteler les bases de groupes armés intervient après un regain de violence depuis plusieurs mois dans ce quartier de la capitale. Reportage. Dans la nuit de samedi à dimanche, 8 avril 2018, la MINUSCA a déclenché, avec l'appui des forces de sécurité intérieure à 2 heures du matin, une opération de démantèlement des bases des milices et de désarmement forcé de ces criminels. 48 heures après le démarrage de cette opération qui visait des groupes armés dans le quartier du PK5 à Bangui, la tension est toujours palpable. La population et les milices ne veulent plus que la MINUSCA pénètre dans leur quartier. Cette opération, qui a fait au moins 2 morts et 56 blessés selon l'ONU, intervient après un regain de violence depuis plusieurs mois dans le PK5, le quartier musulman de la capitale centrafricaine. Bon, présentement, là, nous ne voulons plus que le MINUSCA vraiment vienne ici. Puisque ça, c'est la division. On en a assez marre avec ça là. Nous voulons la paix. On a eu un peu de mise-entente avec le MINUSCA. Elle veut nous désarmer par les forces. Et pour cela qu'on a refusé. 8 personnes appartenant aux groupes armés, baptisés Force ou 50-50, ont été arrêtées par la MINUSCA, qui a également saisi de la drogue et des munitions après la prise de contrôle des bases. Visant les bases de certains groupes armés accusés de violence et des actions envers la population, l'opération menée en coopération avec les forces de sécurité centrafricaines doit continuer jusqu'à ce que l'objectif soit atteint, selon le porte-parole de la mission de l'ONU en Centrafrique. Au Congo-Brazzaville, l'ONU est en mission pour rapatrier un premier groupe de Centrafricains sur les 6000 qui résident dans le camp de réfugiés de Bétou, dans le département de la Likwala, situé dans le nord du pays. Il s'agit d'une première vague de rapatriement depuis le début du conflit en Centrafrique en 2013. Plus de précisions à travers cet élément. Un premier groupe de Centrafricains, une centaine au moins, qui résident dans le camp de réfugiés de Bétou, dans le nord du Congo-Brazzaville, ont été rapatriés par l'ONU vers la Centrafrique. Une première depuis le début du conflit dans ce pays en 2013. Ils rentrent dans une des rares régions pacifiées de leur pays, où les violences sont quotidiennes et les civils sont régulièrement pris pour cible par les groupes armés. Chez ces premiers réfugiés centrafricains rapatriés, le désir de retour domine, malgré l'assistance multiforme fournie par le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés au Congo, notamment dans la région de la Likwala. Quelle que soit la condition, l'homme se soit mieux chez lui. Donc, je préfère retourner au pays pour répondre les activités. Présentement, ici, là, il n'y a rien à faire. Si on reste sur place ici, là, qui vont construire le pays? Entre-temps, pour construire le pays, c'est nous les autres qui sont ici, là. On doit faire un bloc de retourner et essayer de regarder notre pays. Dans les semaines à venir, le HCR prévoit de faire revenir du Congo 600 réfugiés centrafricains qui ont manifesté le désir de rentrer chez eux depuis la région de la Likwala ou de Brazzaville. Depuis plus d'un an, on a eu des appels pressants de la part de certains réfugiés qui souhaiteraient rentrer chez eux et participer à la reconstruction du pays, parce qu'ils estiment que le pays a atteint un certain degré de stabilité. On va assurer leur transport en connivence avec le HCR de la République centrafricaine. Et puis on va leur donner ce qu'on appelle le viatique. Chaque membre de la famille, qu'il soit enfant ou adulte, recevra un certain montant qui va permettre d'assurer la réinsertion. C'est le premier rapatriement d'importance de Centrafricains réfugiés au Congo, où plus de 32 000 d'entre eux ont dû fuir à partir de 2013, quand la Seleka, une coalition armée pro-musulmane venue du nord de la Centrafrique, a marché sur Bangui et renversé le président François Bozizé.
Je le disais en titre, la commission électorale coréenne a annoncé mardi qu'elle n'apporterait ni soutien officiel ni aucune garantie à son homologue congolaise qui veut utiliser des machines à voter de fabrication coréenne pour des élections cruciales du 23 décembre en République démocratique du Congo. Une situation qui ne cesse de faire polémique pour ce scrutin censé donc assurer l'alternance dans ce pays immense. Reportage. La commission électorale coréenne a publiquement déclaré qu'elle n'apportait aucun soutien officiel ni aucune garantie à son homologue congolaise qui veut utiliser des machines à voter de fabrication coréenne pour les élections cruciales du 23 décembre en République démocratique du Congo. La commission électorale de la République de Corée du Sud, NEC, a notifié à la commission électorale nationale indépendante CENI de la RD Congo qu'elle n'a apporté ni n'apportera aucun soutien officiel ni aucune garantie au projet d'introduire un système de vote par écran tactile, TVS, pour l'élection présidentielle prévue en décembre 2018, écrit la NEC dans un communiqué daté de dimanche. La NEC a exprimé de sérieuses inquiétudes à propos de l'introduction obligatoire de ces machines en RD Congo, malgré la situation politique instable et un environnement vulnérable dont de faibles infrastructures électriques et l'état des routes, le fort taux d'illettrisme et le climat tropical qui peut conduire à un mauvais fonctionnement des machines, ajoute l'ANEC dans son communiqué. L'ANEC est consciente que des diplomates, dont des officiels des États-Unis, tout comme de nombreuses personnes en RDC, redoutent que l'introduction de ces machines puisse augmenter les risques d'élections frauduleuses. L'ANEC fait savoir qu'elle soutient l'ambassadrice des Nations Unies à l'ONU, Nikki Haley, et l'ambassade de Corée du Sud à Kinshasa, qui se sont également opposés aux machines à voter. La CENI congolaise a passé un contrat avec la société privée sud-coréenne Miru Systems pour l'achat de ces machines à voter qui doivent, selon la CENI, réduire le coût et la logistique des élections du 23 décembre avec moins de bulletins de vote. L'opposition congolaise parle de machines à tricher. Au total, plus de 40 millions d'électeurs sont inscrits pour désigner le successeur du président Joseph Kabila en décembre, 2 ans après la fin officielle de son mandat dans un pays immense qui n'a jamais connu de transition pacifique du pouvoir. Au Sénégal, un tribunal correctionnel de Dakar a condamné lundi à 15 ans de travaux forcés pour terrorisme un franco-sénégalais revenu de la Syrie. S'en est suivi l'ouverture du procès de 30 personnes, dont un imam reporté 3 fois depuis 3 mois. Procès portant sur plusieurs personnes liées aux actes terroristes au Sénégal. Le tribunal correctionnel a dans un premier temps jugé et condamné un franco-sénégalais revenu de Syrie à 15 ans de travaux forcés pour terrorisme. Ibrahim Ali, âgé de 34 ans, est en détention depuis presque 3 ans. Il a été reconnu coupable d'association de malfaiteurs et apologie du terrorisme. Le parquet avait requis la perpétuité contre lui, notamment pour s'être rendu en territoire syrien contrôlé par le groupe djihadiste État islamique EI. Sur son téléphone ont été retrouvées des photos où il tient une arme et une vidéo dans laquelle il exhorte les musulmans au djihad. Toujours dans la journée de lundi, le tribunal sénégalais a également entamé le procès de 30 personnes, dont un imam. Ce procès a été reporté à 3 reprises depuis 3 mois. Selon l'ordonnance de renvoi lue pendant près de 2 heures, ils sont accusés d'avoir voulu créer une sorte de base du groupe État islamique dans le sud du Sénégal avant d'étendre leur projet entre le Sénégal, la Gambie, la Guinée et la Guinée-Bissau. Ce procès est le tout premier de ce genre au Sénégal, notamment en raison du nombre de prévenus, dont l'imam et 3 femmes. Ajourné à 3 reprises depuis son ouverture le 27 décembre dernier, il devrait durer plusieurs jours. Très bonne journée à chacun et à tous. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.